Il est 20h30 ici en France. Paris Direct continue sur France 24. Dans quelques secondes, on va plus loin avec Patricia Alémonière. Bonsoir, à tout de suite. Et Bruno Darou. Nouvelle trêve au Soudan, 72 heures de prolongation à la manœuvre. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite, toute la question c'est de savoir si elle va tenir. La précédente avait été émaillée dès le deuxième jour par des tirs, des explosions et des bombardements. Et à la une également, ces rassemblements à Jérusalem devant la Knesset des partisans de la réforme de la justice israélienne. Une réponse à ceux qui contestent dans les rues depuis plusieurs semaines ce texte controversé. C'était donc l'enjeu de cette journée au Soudan. Le cessez-le-feu en vigueur depuis mardi allait-il être prolongé, lui qui expirait dans quelques heures? La réponse est oui. À la manœuvre, l'Arabie Saoudite et les États-Unis qui prolongent donc de 72 heures, 3 jours supplémentaires, cette trêve. Des combats sporadiques ont éclaté ces derniers jours entre les hommes du général Al-Bourhan et ceux de son ancien adjoint, le général Hemeti. On va en parler avec vous, Patricia Alémonière, à ma droite, grand reporter. Merci d'être avec nous. En face de vous, Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Patricia, ce dernier cessez-le-feu, je le disais, a été partiellement respecté dès le deuxième jour. Pourquoi jusqu'ici les trêves ont-elles échoué ? Parce que je crois que d'abord, tout simplement, parce qu'il n'y a pas une volonté, il n'y a pas de terrain de négociation entre les deux belligérants, en quelque sorte. Ces deux généraux qui ont tout à perdre finalement à la conclusion d'une trêve qui verrait forcément la défaite de l'un sur l'autre, pratiquement. Parce qu'on peut penser qu'une trêve, effectivement, maintiendrait le statu quo, en tout cas du général Bourhan, qui n'a pas la maîtrise du terrain sur le terrain. Et lui, il a la maîtrise des airs, en quelque sorte, parce qu'il a l'aviation. Et donc, ça serait la défaite de son concurrent, en quelque sorte. Et donc, par rapport à ça, chacun n'ayant pas la maîtrise l'un ayant la maîtrise de l'air, l'autre la maîtrise de la terre, en quelque sorte, eh bien, il n'y a pas de cessez-le-feu possible tant qu'il n'y aura pas, sur le plan purement militaire, un vrai gagnant. Et sur le plan diplomatique, pour l'instant, on n'arrive pas à mettre les deux parties autour de la table, ni leur mentors, en quelque sorte, que sont pour l'un l'Égypte et pour l'autre plutôt les Émirats et encore. Enfin, voilà, tout est très flou, si vous voulez. Et donc, comme il n'y a pas vraiment de vrai soutien très marqué pour l'un ou l'autre, il n'y a personne qui les pousse vraiment non plus à la table des négociations. Donc, il n'y a que des trêves qui, pour l'instant, se négocient grâce à l'Arabie Saoudite et aux États-Unis. Et Dieu merci, il y a ces quelques trêves, parce qu'il y a quand même des moments d'accalmie qui permettent aux civils de partir. Mais pour l'instant, on ne voit pas comment on va s'en sortir sans réunir autour d'une table les belligérants. Parce qu'on comprenne bien, Bruno, le général Al-Bourhan d'un côté, le général Hemeti, finalement, c'est la même force, le même rapport de force entre les deux hommes. Ils ont une armée quasiment comparable. Et aucun, finalement, ne veut perdre la face, comme le disait Patricia, et aucun ne semble prendre non plus un avantage décisif, finalement, que ce soit sur des villes ou des régions. Oui, c'est ce qu'expliquait Patricia à l'instant. C'est des forces comparables en termes quantitatifs, on va dire. Et puis l'un a des avantages que l'autre n'a pas. Effectivement, l'aviation pour l'armée régulière, la mobilité, l'agilité sur le terrain pour les milices des FSR. Donc voilà. Et ce qu'il y a, en fait, c'est que comme c'est une conquête pour le pouvoir et les avantages économiques du pouvoir, voilà, les avantages associés. Du coup, c'est ça aussi qui est assez préoccupant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de contenu politique ou idéologique dans cet affrontement. Parce qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, que les deux étaient associés, notamment au moment du coup d'État en octobre 2021, et que tout s'est crispé sur l'intégration des milices du général Hemeti au sein de l'armée régulière. Les deux hommes n'arrivaient pas à s'entendre, et visiblement, le général Hemeti a décidé de passer à l'offensive quand il a appris, peut-être d'ailleurs via le fils du maréchal Haftar en Libye, que l'armée régulière allait s'en prendre à ces milices. Donc on est purement dans un affrontement sur une accaparation du pouvoir pour des motifs qui n'ont pas grand-chose à voir malheureusement avec l'intérêt du pays, mais avec les intérêts bien compris de chacun des deux camps qui possèdent sur des motifs différents, mais enfin des intérêts économiques très importants qu'ils ne veulent pas lâcher en fait.
Patricia ? Oui, intérêt économique effectivement important. Et puis aussi, il faut voir que dans l'armée régulière, en quelque sorte, il y a cette armée régulière est de nouveau investie par les islamistes de l'ancien qui était très important sous Omar el-Bachir et même avant. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que on a l'impression que toutes ces révolutions qui ont eu lieu en 2019, puis en 21, le coup d'État, puis après les mouvements populaires qui ont fait penser à un printemps pratiquement de Khartoum, c'est les grands perdants de ça, parce que on a l'impression que ce processus, parce qu'on était dans un processus où on devait rendre en théorie aux civils, donc à la population. On était à quelques jours, à quelques jours du pouvoir. Et certains, ne peuvent pas imaginer que les islamistes soutenus quand même par l'Égypte, parce que l'Égypte voit d'un très mauvais œil une démocratie confiée à des civils, à ses portes, si vous voulez. C'est pas sa cup of tea en quelque sorte. Donc ces islamistes, ont fait en quelque sorte au sein de l'armée, ont tout intérêt à ce que ce processus de passage aux civils ne se produise jamais. Et là-dedans, l'Égypte, qui n'a pas intérêt au chaos néanmoins au Soudan, a quand même intérêt à ce que ça soit la tendance Bourham et ceux qui l'entourent qui gardent le pouvoir. Le processus Et juste pour compléter, de toute façon, les liens entre le maréchal al-Sisi et le général al-Bourhan sont anciens. Donc il y a une amitié. Il y a une vraie amitié. Le général al-Bourhan, où il a fait ses études militaires au Caire. Et au moment d'ailleurs au moment où les affrontements ont éclaté, en fait, il y avait une coopération militaire à la frontière nord du Soudan avec des soldats égyptiens qui d'ailleurs ont été pris en otage par ces milices du FSR qui craignaient en fait une aide égyptienne à l'armée du général al-Bourhan. Donc déjà il y a cette espèce de connexion en fait entre l'Égypte et le général al-Bourhan. Et puis il y a aussi effectivement, si l'Égypte du maréchal al-Sisi ne veut pas d'une démocratie au Soudan, c'est parce qu'elle craint aussi clairement un effet de contagion chez elle. Alors justement, l'effet de contagion, parce que cette guerre civile, il faut appeler les choses par leur nom, qui se joue actuellement au Soudan, elle risque aussi de devenir une guerre régionale, finalement. Elle peut, en tout cas. Mais je ne sais pas si on peut dire guerre civile, en fait, pour le moment. Alors justement, sur la terminologie guerre civile... On dirait que c'est plutôt un affrontement entre deux blocs armés où les civils sont pratiquement les victimes et en sont exclus. Ils ne veulent pas prendre parti, les civils, justement, dans cette histoire-là. Si on se place sur un plan plus régional, le Soudan est entouré de très nombreux pays. Oui, 7 pays. On va voir une carte d'ailleurs. Avec des pays qui sont pour le moins fragiles, la Libye, la Centrafrique, le Tchad qui voit d'un très mauvais œil ce qui était en train de se passer. Notamment l'arrivée de milliers de civils. Il y a des milliers de réfugiés. Il y a bien sûr la Centrafrique, l'Éthiopie. Et donc, si vous voulez, c'est explosif. Et ce qui pourrait se passer dans le plus mauvais des cas, c'est pratiquement un éclatement du Soudan, un émiettement du Soudan. Justement, vous parlez de la Libye. Oui. Vous craignez, vous, qu'il y ait un scénario libyen au Soudan, c'est-à-dire cette fragmentation, cette partition du pays, avec justement des milices qui viendraient se propager? Le Soudan est un pays, moi que je connais, j'y suis allée plusieurs fois, c'est un vieux pays qui a l'habitude de la politique. La politique pratiquement comme on la pratique chez nous. Il y a des forces syndicales, il y a des associations, il y a un vrai milieu politique et donc on est très loin. La Libye, alors là, la politique, il y avait Mouammar Kadhafi et point barre. Ils ne savaient pas ce que c'était la politique. C'était la politique des tribus, des alliances entre des tribus. Au Soudan, ce n'est pas du tout. Il y a eu le communisme, il y a eu tout ça, si vous voulez. Donc, je ne pense pas qu'on puisse arriver à cet état d'anomie que connaît la Libye. En revanche, un éclatement, une fragmentation momentanée, un chaos, ça oui. Mais alors, comment expliquer justement que ces politiques, on ne les entende pas et c'est uniquement parce que l'armée est là et que... Si vous voulez, ça fait longtemps d'abord qu'ils sont muselés. Il y a eu les révoltes qui sont nées et puis on en a vu ce qu'il en est devenu. Les prisons ont regorgé de très nombreux militants, parce que tous les militants, ils finissent jamais à l'Assemblée, mais ils ont fini dans des prisons surpeuplées. Et donc, le régime d'Omar el-Bachir est un régime qui a été très répressif. Donc, la société civile s'est tue.
les hommes politiques se sont tus, mais ils n'en ont pas moins continué à exister. Donc c'est pour ça qu'ils pouvaient prendre le relais. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces discussions et ces négociations. C'est pour ça qu'il y a un potentiel énorme dans ce pays, mais qui pour l'instant, c'est les armes qui parlent. C'est les armes parce qu'il y avait aussi des intérêts régionaux. On a parlé de Wagner qui avait les intérêts avec les mines d'or. Les mines d'or qui aussi sont vendues aux Émiratis parce que Dubaï, c'est la place de l'or. Donc si vous voulez... Il y a aussi la vente de très nombreuses terres agricoles. Les terres agricoles vont à l'Arabie Saoudite. Oui, la Chine est là très présente. Oui. Enfin, ce pays a été pillé. Et les profiteurs de ces prédateurs internationaux, on pourrait le dire, eh bien, c'était les militaires, soit de l'armée classique, soit les militaires autour du général Dalgo, enfin les anciens Janjaouid, les milices Janjaouid. Le général alias Hemeti. Là, on a évoqué ce risque de contagion régionale. La solution quant à cette guerre, ces combats, elle est aussi régionale, Bruno, forcément. Alors, il y a les États-Unis qui sont à la manœuvre avec l'Arabie Saoudite, avec cette trêve qui vient d'être conclue pour 72 heures de plus. C'est forcément, justement, du fait des implications régionales, la solution, elle doit passer par la région. En tout cas, elle devrait passer par la région. Et puis, alors là, on n'a pas tous les détails sur la trêve. Non, pour l'instant, ça vient de nous parvenir. Justement, il y a quelques heures, on parlait beaucoup de l'IGAD, qui est donc ce groupement d'Afrique de l'Est, voilà. Et on disait que ça devait se signer à Juba, donc la capitale du Soudan du Sud. Et le petit signe un peu positif qu'on y voyait, c'était qu'il y avait des représentants, alors non pas le général Bourhan et le général Hemeti, mais des représentants des deux camps qui acceptaient visiblement de se rencontrer. Alors là, on n'a pas encore assez de détails. On ne sait pas si la trêve qui a été conclue, l'IGAD y a joué un rôle, et notamment à partir de Juba, ou si c'est uniquement Washington et l'Arabie Saoudite qui a permis la conclusion de cette trêve de 72 heures, dont on va voir si elle est plus ou moins respectée. Elle ne sera certainement pas à 100%, mais voilà, comme disait Patricia, c'est au moins quelques périodes d'accalmie, ce sera déjà ça. Mais en tout cas, voilà, le rôle de l'IGAD n'est pas à négliger. Un dernier mot peut-être, parce que je voudrais qu'on passe aussi à l'autre sujet qui nous occupe, c'est que ces ambassades donc fermées à Khartoum avec ces évacuations, etc., Bruno, comme Patricia, c'est aussi un relais diplomatique en moins pour essayer de trouver une solution. Ça a rendu les choses compliquées aussi pour trouver une solution, non ? Si vous voulez, je ne crois pas. Je crois que dans la situation conflictuelle qu'il y avait, c'est pas au niveau des ambassades que ça se joue. Les ambassades essayent de protéger les meubles et leurs ressortissants. Je crois que le terrain d'affrontement était tel que ça se joue au niveau des chefs d'État et des gouvernements. Et je crois que si l'Éthiopie, si l'Égypte s'en mêle, ça sera vraiment au niveau des chefs de gouvernement, parce que la situation est vraiment inextricable actuellement, tant que les deux hommes ne veulent pas envisager un accord, et on ne voit pas quel accord en plus ils pourraient envisager, mis à part ce qui était prévu, l'intégration des milices dans l'armée et après le passage aux civils. Et là, franchement, on en est très loin. On en est très loin, effectivement. En revanche, le signal est très mauvais, évidemment, le fait que, parce que ça veut dire que, un, les combats sont très durs, et deux, qu'ils sont amenés à durer, parce que sinon, les ambassades n'évacuent pas comme ça leur personnel et leurs ressortissants. Alors, pas tous les pays, les États-Unis notamment, ont évacué uniquement leurs diplomates. Enfin, le signal pour, malheureusement, les dizaines et les dizaines de milliers de millions de civils soudanais, évidemment, n'est pas bon. Ça veut dire que, a priori, pour toutes les ambassades, ça va durer, quoi. La France est beaucoup impliquée, d'ailleurs. Et la France est beaucoup impliquée. Elle a fait beaucoup de rotations. On a eu un militaire blessé, d'ailleurs. Ouais. Mais vraiment, elle a évacué beaucoup de ressortissants autres que... plus, via pour une fois... Oui. Je crois que, au total, la France a évacué pas loin de 1000 personnes. Il y avait un peu plus de 200 ressortissants français. Donc, elle a évacué aussi beaucoup de ressortissants européens. Si on veut évacuer la France d'Afrique, en tout cas, elle aide aux évacuations. Pour faire un petit jeu de mots.
Et la situation... Alors que ça se passe beaucoup plus mal, par exemple, pour les Britanniques. Il y a une vraie polémique. Oui, c'est ce que je disais. Ce n'est pas le cas du Royaume-Uni, effectivement. La situation au Soudan, il en sera question aussi certainement au sommet de la Ligue arabe, le 19 août, en Arabie. Le 19 mai. Le 19 mai, pardon, en Arabie saoudite. Le 19 août, c'est loin. Cette semaine en Israël rime avec rassemblement, commémoration du jour du souvenir, des 75 ans de la création de l'État hébreu. Voilà pour le volet historique. Côté politique, la très controversée réforme de la justice, bien que mise sur pause, continue de mobiliser partisans et opposants, des partisans, l'extrême droite notamment, qui s'est réunie ce jeudi soir devant la Knesset pour soutenir le texte initié par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, plus à droite que jamais. Et on part tout de suite à Jérusalem où on retrouve Stéphane Amar, le correspondant de France 24. Bonjour Stéphane. Alors est-ce que les partisans du texte justement ont répondu présent à cette manifestation, Stéphane ? Oui, absolument. La manifestation est en train de se disperser. Elle a débuté il y a maintenant 2h30 ici, donc effectivement devant la Knesset, mais aussi devant la Cour suprême, puisque les deux bâtiments sont très proches. Il y a eu beaucoup de monde. On parle de 80, 90 000, 100 000 personnes. C'est-à-dire à peu près le même type de mobilisation qu'il y a contre la réforme de la Cour suprême. Mais alors que ceux qui s'opposent à la Cour suprême se réunissent tous les samedis soirs, c'est la première fois que la droite et l'extrême droite se mobilisent massivement pour soutenir la réforme, pour soutenir le gouvernement, pour soutenir Benjamin Netanyahou. On voit très bien la différence de sociologie entre les deux rassemblements, entre ceux qui se rassemblent à Tel Aviv pour contester la réforme et ceux qui se rassemblent ici à Jérusalem pour la soutenir. D'un côté, c'est un Israël laïque. Ici, c'est un Israël clairement religieux. Il y a beaucoup de gens avec la tête couverte, beaucoup de familles nombreuses, venues parfois des territoires, des colonies de Cisjordanie, avec comme point commun des centaines, des milliers de drapeaux israéliens qui sont brandis. Mais on peut dire, oui, que c'est un succès pour cette première grande mobilisation en faveur de la réforme de la Cour suprême. Patricia, alors tous les ans, Israël célèbre sa création, évidemment. Là, cette année, il y a les 75 ans et puis il y a surtout ce contexte politique très tendu pour l'État hébreu. Oui, d'ailleurs, le président avait appelé, et d'autres d'ailleurs, chefs de l'opposition, même le Premier ministre, ont appelé une forme d'unité, parce qu'effectivement, le pays est à ce point clivé et divisé que cette fête aurait pu être complètement gâchée et que les journées importantes se sont globalement plutôt bien passées. Ce qui était quand même la grosse inquiétude qu'avait tout le monde. Alors, quand on voit effectivement cette manifestation a été très bien organisée. Plus de 1000 bus ont été affrétés pour transporter les gens. Vous voyez, on ne vient pas spontanément comme on vient en voiture, ceux qui se déplacent à Tel Aviv depuis maintenant, je ne sais plus combien de semaines, je ne les compte même plus. Donc là, c'est vraiment une manifestation très organisée, mais pour eux, parce qu'il y a un enjeu, parce qu'actuellement, il ne faut pas oublier que des discussions continuent à se poursuivre à la présidence et que c'est pour Bibi Netanyahou, comme on l'appelle, Benjamin Netanyahou, eh bien, il est dans une pleine contradiction parce que là, il soutient la manifestation, ces gens l'appellent à poursuivre la réforme et au même moment, il dit qu'il soutient les discussions pour une révision de la réforme. Donc il est dans une forme de contradiction entre le soutien qu'il affiche à ceux qui veulent la réforme tout de suite, immédiate et peut-être même encore plus dure que celle qui naît, et ceux qui sont en train de la réviser autour de la présidence. Donc il est dans une situation difficile, on va voir comment il va s'en sortir, mais d'habitude l'homme sait se sortir des... Justement, on va en parler de ce phénix de la politique israélienne. Le reproche fait à cette réforme, qu'on comprenne bien, Bruno, c'est que elle ne donne pas suffisamment de pouvoir. C'est plutôt de donner plus de pouvoir aux élus et pas à la Cour suprême. Et donc, c'est en tout cas l'argument défendu par ces détracteurs qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Est-ce que c'est encore une démocratie quand il n'y a pas autant de contre-pouvoirs? C'est la crainte quand même des très très nombreux Israéliens qui manifestent effectivement depuis des semaines, parce que là, la manifestation de ce soir effectivement est très bien organisée. Enfin, il faut ce sont les partisans de la réforme, on le rappelle. Ce soir. Voilà.
mais que les opposants à la réforme ont manifesté pendant de très très longues semaines, avec des chiffres quand même très très importants pour ce pays de 9 millions d'habitants. Je crois que c'est à peu près l'équivalent s'il y avait eu 6 ou 7 millions de manifestants en France, vous voyez. Donc vous voyez que ça aurait peut-être changé les choses. Je ne fais pas référence à un autre débat, mais en France, on n'a pas dépassé les 3 millions, ce qui était déjà énorme. Donc là, pourquoi ? Parce qu'il y a une véritable crainte, alors non pas sur le fait que la démocratie soit bousculée en Israël, parce que ça a toujours été un peu le cas, mais là qu'il y a une forme de changement de régime presque. C'est-à-dire que Israël évolue vers une forme de ce qu'on appelle la démocratie illibérale, un peu comme la Hongrie ou la Pologne, mais sans le grand frère européen qui permet un peu d'atténuer les choses, puisque là, ça remet en cause à la fois la séparation des pouvoirs et l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, puisque la réforme prévoit quand même que finalement, le pouvoir législatif, le pouvoir politique pourrait avoir le dernier mot par rapport au pouvoir judiciaire. Et donc c'est en ce sens qu'on craint une évolution de cette démocratie israélienne qui a quand même tenu le choc malgré toutes les épreuves internes et externes qu'elle a connues depuis 1948. Et là, ce serait une évolution vers une forme de démocrature, quoi. Et c'est ça qui est très ressenti par de nombreux Israéliens. Et c'est pourquoi il y a cette mobilisation qui a été quand même très longue et qui a contraint quand même Benyamin Netanyahou à proposer une pause, en quelque sorte, avec, effectivement, maintenant, il zigzague. On a l'impression qu'il ne sait plus très bien ce qu'il veut faire, parce qu'il se rend compte que s'il donne raison aux ultra-orthodoxes, etc., il va être dans une position très difficile, et si c'est trop, il sera également en mauvaise posture. Mais enfin, ses adversaires rappellent aussi qu'il est en train un peu d'instrumentaliser quand même les institutions du pays pour, quand même, il faut le dire, assurer sa survie judiciaire à lui. Alors justement, Benyamin Netanyahou, on va reprendre la direction de Jérusalem, où sont rassemblés donc les partisans du texte. Stéphane Amar, comment expliquer que malgré les casseroles, puisque Bruno parlait de la France, eh bien c'est un mot assez... Non mais c'est un mot assez qu'on entend assez en ce moment en France. Comment expliquer plus sérieusement que malgré ces casseroles, malgré les inculpations du Premier ministre israélien, comment expliquer qu'il soit toujours aussi populaire ? Alors, on peut comparer ça un petit peu au phénomène Trump. Benyamin Netanyahou, il a une personnalité très forte. Il est effectivement clivant, mais ceux qui le soutiennent, eh bien, le soutiennent envers et contre tout. Et c'est pour ça que malgré les affaires, et je dirais même peut-être à cause des affaires, eh bien, toute une partie de la population reste soudée autour de lui. Effectivement, on l'appelle ici Bibi, c'est un diminutif affectueux pour Benyamin. Les gens qui le soutiennent trouvent que c'est un leader charismatique qui représente de façon très avantageuse Israël à l'étranger. Il s'est négocié avec les Américains. Il a amené à Israël, avec Trump, les accords d'Abraham qui sont extrêmement appréciés ici. Ces accords de paix, notamment d'ailleurs avec le Soudan, mais surtout avec les Émirats et le Maroc. Et puis Benyamin Netanyahou, c'est un petit peu le héros de ce qu'on appelle ici le deuxième Israël. C'est-à-dire cet Israël plutôt séfarade, plutôt traditionnaliste, cet Israël plutôt des classes moyennes, voire populaires, qui ne se reconnaissent pas dans cette élite de Tel Aviv. Et c'est cela aussi que représente la Cour suprême pour eux. La Cour suprême, pour les gens qui manifestent ce soir, c'est le bastion des Ashkénazes, le bastion des laïcs, le bastion de la gauche, ce qu'on appelle aussi parfois ici les gauchistes, qui soutiennent systématiquement les Palestiniens contre l'armée israélienne. Il a donc là, si vous voulez, un affrontement culturel entre deux sociologies israéliennes. Cet affrontement qui se traduit, qui apparaît, qui se révèle dans cette dispute autour de la Cour suprême. Et Benyamin Netanyahou, effectivement, qui n'a pas été, durant les 12 ans où il a été à tête de l'État israélien, c'est-à-dire durant toute la décennie 2010, il n'en s'est jamais pris à la Cour suprême. Là, il est tiré d'une certaine manière par sa droite, par son extrême droite, pour réaliser cette réforme qu'il réalise, on le sent bien un petit peu à contre-cœur, mais il n'a plus vraiment le choix parce qu'il a d'abord effectivement ses affaires qui pendent, et puis aussi parce que ce sont ses derniers alliés, la droite, l'extrême droite, les partis orthodoxes. Il est obligé de donner des gages, et c'est pour ça qu'il a conduit cette réforme extrêmement contestée qui le met aujourd'hui en danger politiquement.
Depuis Jérusalem, Patricia Lémonière, on n'en a plus beaucoup de temps, hein, c'est difficile, on pourra en parler encore pendant des heures. Stéphane Amar évoquait justement ces gages qu'il a donnés. C'est aussi à la droite et surtout à l'extrême droite. On assiste véritablement à une extrême droitisation, si je puis dire, d'Israël, et notamment avec des personnalités comme Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité. On assiste à ça sur un plan politique, parce qu'aujourd'hui, à la Knesset, ils ont la majorité. Suite aux dernières élections. Si des élections aujourd'hui devaient se produire, c'est plus du tout le même schéma. Benjamin Netanyahou n'aurait que... il perdrait 6-7 sièges, beaucoup plus même, si vous voulez. Donc il n'aurait plus du tout la majorité. Donc ça prouve bien qu'une partie de cet électorat de la classe moyenne dont parlait votre correspondant, eh bien une partie de cet électorat Likoud traditionnel est en train de se détacher de lui et de se rapprocher de cette... Israël qui est plus proche de nous, plus festive, démocratique, ouverte, en tout cas en ce qui concerne sa propre société. La société à l'extérieur, dans les territoires, c'est une autre histoire. Et c'est une autre histoire qu'on comptera peut-être avec vous prochainement. Merci beaucoup Patricia Lémonière, merci Bruno Darou, merci également à Stéphane Amar depuis Jérusalem. On va plus loin à retrouver sur france24.com. Tout de suite, c'est le journal à 21h donc.